suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui a pour objet les sorties littéraires fantasy du mois de septembre 2023. Parmi les nouveaux objectifs que je me suis fixés, c'est d'être beaucoup plus présente. Je vais essayer avec la reprise du boulot. On prend toujours de bonnes résolutions, mais c'est pas facile à tenir. Vous faire des vidéos au moins déjà sur les sorties littéraires de chaque mois de l'année. Donc là je suis déjà en train de préparer celle du mois d'octobre parce que forcément il y a beaucoup de sélections à faire sur le mois septembre-octobre. Qui dit rentrée littéraire dit beaucoup de bouquins. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir parce que ça me fait pas mal plaisir et que je pense que ça peut aider certaines personnes à composer leur wishlist, leur pile à lire pour l'automne qui arrive. J'ai sélectionné pour le mois de septembre uniquement, alors ça commence un peu fin août, désolé, 16 livres à peu près. J'ai enlevé tout ce qui pouvait être romance comme Campus Driver, on sait que le 5e tome je crois sort, donc tout ça j'ai enlevé parce que je me suis consacrée sur de la fantasy, il y a beaucoup de lectures et j'ai déjà du mal à compulser effectivement tout, donc je me suis dit je me concentre sur la fantasy qui est quand même en majorité ce que je lis. On commence avec forcément ce qui est des romans qui ont été très mis en avant sur les réseaux sociaux. Je cite pour le premier La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen qui est sorti le 24 août. Donc il est déjà sorti à l'heure où je vous parle, il a été pas mal promu sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le nouveau genre de la cozy fantasy et c'est tout à fait délicieux. J'en ai acheté un autre de cozy fantasy, ça va être mes prochaines lectures de septembre et je pense fin septembre ou tout début octobre j'aurai une vidéo à vous proposer sur la cozy fantasy qui est un sous-genre de la fantasy qui commence un petit peu à prendre sa place. C'est des lectures effectivement cozy, enfin du moins La Société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est une histoire doudou où il n'y a pas forcément de quête, il n'y a pas forcément d'action, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de quête, voilà, il n'y a pas d'enjeu majeur effectivement dans le roman, d'où le nom de cozy fantasy, mais il y a quand même de la magie, il y a quand même quelques petites intrigues, quelques petites choses, mais sans grand enjeu. Alors en tout cas, les premiers retours sont très bons pour ce roman, donc je vais m'y atteler dès ce soir. À le commencer. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Donc il y a quelques vibes, j'ai l'impression de Tiji Clown, la maison au milieu de la mer céruléenne, c'est-à-dire qu'on va suivre une héroïne qui va partir d'un point, qui va arriver dans une maison où il va se passer des choses magiques et du coup elle va évoluer au contact des personnes qu'elle va rencontrer. Et on reste effectivement dans cet endroit-là, donc ça m'a l'air effectivement plutôt doudounesque, plutôt très bien pour démarrer l'automne, et il a été très bien critiqué. Donc on suit Mika Moon qui a toujours respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, donc elle est je crois youtubeuse, du moins elle est sur les réseaux, elle a pas mal d'abonnés, mais elle fait semblant d'être une sorcière alors qu'en réalité c'est vraiment une sorcière. Donc elle cache sa magie, elle fait profil bas même si elle a beaucoup d'abonnés sur les réseaux, et elle reste à l'écart des autres sorcières. Elle a pris l'habitude d'être seule et elle déménage régulièrement et elle ne s'attache vraiment pas à grand monde. Un jour, elle va recevoir une offre d'emploi un petit peu particulière, donc dans la maison de nulle part, la maison baptisée de nulle part, venir prendre en charge, être le professeur de 3 jeunes sorcières et s'occuper d'elles. Donc voilà, d'un coup de baguette magique, elle va se retrouver effectivement dans cette maison avec des hôtes plutôt singuliers, plutôt particuliers, avec un bibliothécaire sexy mais grincheux, 3 jeunes sorcières effectivement au caractère bien différent, mais je suppose très attachantes, et je crois des hôtes. C'est un couple effectivement d'hommes âgés, je crois, qui dirigent la maison. Donc on a des habitants, des personnages assez atypiques qui vont être, je pense, assez attachants. Et notre héroïne, elle va être en charge effectivement de s'occuper de la formation de ces 3 jeunes sorcières tout en côtoyant les différentes personnes de la maisonnée. Je crois avoir lu également que la gouvernante est très marrante, donc affaire à suivre. Voilà. Donc voilà, c'est de la cozy fantasy, je suppose qu'il va se passer quelques petites choses, quelques petites intrigues, mais il n'y a pas de grands enjeux. L'idée c'est de passer un moment réconfortant, de prendre du plaisir effectivement dans notre lecture. Je l'ai déjà acheté, donc je commence ce soir. Donc c'était le 24 août. Le 31 août, on a La Cité de Jade, le tome 1 de Fondali qui sort aux éditions de Saxus. Donc ça, je l'ai repéré. Je ne l'ai pas encore acheté parce que de la fantasy pure, je sais pas trop. Est-ce que si vous l'avez lu, vous pouvez me mettre en commentaire s'il y a une romance ou s'il y a plusieurs tomes. Donc là, j'ai mis tome 1, mais je sais pas trop.
savoir s'il y a une suite et savoir s'il y a une romance. Je suis preneuse effectivement de savoir parce que moi, vraiment, il faut qu'il y ait une romance pour que je puisse acheter de la fantaisie. Donc là, ce qui est mis en avant, c'est qu'il a reçu plusieurs prix, ce livre, et il y a vraiment des personnages, des scènes d'action particulières, un monde de fantaisie qui est très très bien construit. Mais voilà, moi le petit plus, il faut quand même qu'il y ait la romance et qu'il y ait plusieurs tomes. Les one-shots, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc on nous dit bienvenue dans la fabuleuse ville de Janlood, sur l'île de Kekun, je crois. C'est ça, de Kekon. Voilà. Derrière cette beauté se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et pour le contrôle, effectivement, de la pierre de jade. Voilà. Cette pierre précieuse, qui est à la fois précieuse et magique, permet effectivement au guerrier qui va le porter d'amplifier ses capacités et de devenir une véritable arme de guerre. Donc il y a deux clans qui s'affrontent, on a le clan Sansim et le clan de la montagne. Le chef du clan Sansim va décéder, il va laisser effectivement la direction du clan à ses petits-enfants, donc le chef du clan de la montagne, du clan adverse, va en profiter pour s'accaparer certains quartiers et le contrôle effectivement de la pierre de jade. Il y a une nouvelle drogue puissante qui va se propager et qui va permettre non pas seulement aux combattants mais aussi à tout étranger de pouvoir porter et utiliser la pierre de jade, et ça va véritablement faire exploser le conflit entre les deux clans. Voilà. Donc on nous parle de jeux politiques, de trahison, d'argent, de pouvoir, d'une guerre effectivement entre les deux clans, donc ça m'a l'air assez politique, assez magique aussi au niveau de la pierre de jade. Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a une romance, parce qu'effectivement, mis à part ça, tout me botte effectivement dans ce roman. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Le 6 septembre, aux éditions BMR de Liv Stone, sort la nouvelle trilogie de Witch and God, donc le tome 4. Alors on dit tome 4, mais c'est le nouvel arc, l'arc des dieux du temps. Le chant de Pasiphae, c'est le nom du premier tome de cette nouvelle trilogie. Donc moi j'ai lu que le premier tome de la première trilogie, qui est centré sur 3 sorcières. Et dans chaque roman, on a une romance entre la sorcière et un dieu de l'Olympe. Voilà. Du coup, moi j'ai plutôt bien aimé, donc c'est des romances effectivement assez légères qui sont bien menées, avec effectivement le côté mythologie qui est assez intéressant, mythologie revisitée. Là on va suivre, si j'ai bien compris, dans cette nouvelle trilogie, dans ce nouvel arc narratif, les meilleures amies des 3 sorcières de la trilogie de base. Et dans ce premier tome, on suit l'histoire de Pasiphae, qui va utiliser une boussole d'amour pour pouvoir trouver sa moitié, et cette boussole va l'envoyer directement pendant la guerre de Troie, si je me trompe pas. Voilà, donc il va y avoir une histoire de voyage dans le temps, donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui aiment la thématique. Voilà. Elle va être en contact direct avec Phobos, le dieu de la peur, qu'elle craint effectivement par-dessus tout, mais elle va devoir faire alliance avec Phobos pour pouvoir effectivement mettre la main sur le Palladion, une relique mystique qui est gardée effectivement jalousement par les Troyens, qui est une relique qui appartient à Athéna et qui se trouve être la clé effectivement de son retour dans le présent parmi les siens. Donc elle va devoir s'allier à Phobos. Voilà. Donc dans cette quête périlleuse, elle va découvrir effectivement qu'elle est plutôt attirée par Phobos, on s'en douterait, et que finalement la boussole d'amour ne s'est peut-être pas trompée quand elle l'a envoyée dans le passé. Voilà. Donc moi ce qui me tente, bon, c'est l'histoire d'amour, c'est le lien entre la mythologie effectivement et les sorcières, et surtout le voyage dans le temps. J'adore, parce que Pasiphae, on se doute bien qu'elle va devoir effectivement faire attention à tout ce qu'elle fait, à tout ce qu'elle va dire, pour ne pas modifier effectivement le futur. Voilà. Donc voilà, je pense que je l'achèterai. Je sais pas si je vais attendre, j'essaie d'être raisonnable un petit peu en cette rentrée, si je vais attendre de finir la première trilogie avant de l'acheter, mais dans tous les cas, c'est sûr que je l'achèterai à un moment, comme La Cité de Jade que j'ai présenté juste avant. Ensuite, le 6 septembre, aux éditions Hachette de Neil Pfeiffer, sort L'Engrange-Temps. Donc là, il y a une promotion de dingue sur les réseaux sociaux. C'est la sortie Young Adult qui est très très attendue pour la rentrée, et vous allez vite comprendre pourquoi, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer. On est dans un royaume où le temps a un pouvoir, et notre héroïne Sophie le sait particulièrement bien, puisqu'elle est à la fois horlogère et chronolangue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle parle aux oranimas, des horloges qui sont pourvues d'âme et qui sont en charge de la protection du palais et de prévenir tous les complots qu'il pourrait y avoir contre le royaume. Donc elle a un quotidien effectivement plutôt classique, et un jour le frère jumeau du roi va lui demander de réparer ce qu'on appelle un engrange-temps, le titre du roman, qui est un artefact, une horloge magique qui est rare et qui permet de voyager dans le temps. Donc Sophie va s'atteler à la tâche, je pense, mais va utiliser cet engrange-temps pour voyager dans le temps et revoir son père qui est décédé
Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est une histoire enfin c'est toujours pareil, non. C'est de nouveau une histoire de voyage dans le temps, donc pour ceux qui aiment la thématique comme moi, vous serez, je pense, plutôt ravis de cette histoire. J'ai pas vu de retour, mais dans tous les cas, il y a une promotion de dingue par les éditions Hachette. Et tous les partenaires qui ont reçu effectivement le roman, pour l'instant, avaient l'air plutôt emballés par le résumé et par l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est sûr que je vais l'acheter et que je vais le démarrer très rapidement. Ensuite, à la même date, le 6 septembre, aux éditions Big Bang, sort effectivement Chaos and Flame de Tessa Gratton et Justina Ireland. Du coup, c'est une traduction, je crois, d'un livre qui est sorti en VO et qui est plutôt bien attendu. Donc en espérant que la traduction soit au rendez-vous. Mais il est plutôt bien attendu. Je crois qu'il y a une édition collector plutôt sympathique qui va sortir. Donc celui-là, il me tente vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on suit? On suit Darling. Donc les prénoms sont un peu spécifiques dans ce résumé. On suit Darling, du coup, qui a été recueillie par la maison Kraken, puisque la maison Dragon a massacré toute sa famille. Et le jour où son père adoptif va être capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver et de détruire tous les membres du clan Dragon de la maison Dragon. Voilà. De son côté, on suit Talon, qui est le prince de guerre de la maison de Dragon et qui est le chef de l'armée, effectivement, de son frère, le prince régent Caspian. Il trouve que son frère, le prince Caspian, a un comportement particulièrement imprévisible et bizarre, et le jour où, un jour en pleine bataille, il tombe nez à nez, Talon, avec une fille qui ressemble trait pour trait à celle dont son frère peint les portraits de façon obsessionnelle depuis qu'il est tout petit. Voilà, donc il sait quelle est la clé. Ennemis jurés, menacés par de sombres prophéties, Darling et Talon sont pris dans les intrigues politiques entre les deux maisons, un jeu dont seul Caspian connaît les règles. Donc, je pense qu'on a une histoire d'amour contrarié, qu'on a des histoires de prophéties, du fantastique. Vu la couverture, on a peut-être un petit peu de steampunk également, donc tous ces petits ingrédients font que celui-là est celui que j'attends le plus pour l'instant avec l'engrange temps, parmi toutes les sorties que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Ensuite, le 7 septembre, on avance d'un jour, c'est vous dire, aux éditions Kiyun de Natsu Yuga, celle qui a écrit les carnets de l'apothicaire, sort le tome 2 de Kamisama School, qui est un manga, du coup, dont le premier tome j'ai beaucoup aimé. Donc je me mets un petit peu au manga, je vais essayer de vous publier d'ailleurs semaine prochaine une vidéo sur mes découvertes manga. Et j'ai découvert Kamisama School et j'ai beaucoup aimé, donc je vais plutôt vous parler du tome 1, parce que le tome 2, j'ai même pas lu le résumé. Donc dans le tome 1, on suit Nagi, notre héroïne, et on est dans un royaume où les dieux et les déesses sont des humains qui ont des pouvoirs surnaturels, mais qui ont aussi un diplôme d'état pour pouvoir ensuite être dispatchés dans des temples et être gardiens effectivement de ces temples-là. Si je me souviens bien, la grand-mère de Nagi, notre héroïne, du coup est décédée et personne n'a repris son emploi donc au temple de la ville. Il y avait bien quelqu'un qui avait les capacités pour reprendre ce job, c'est le frère jumeau de notre héroïne, le frère de Nagi, mais qui depuis la mort de sa grand-mère reste cloîtré dans sa chambre et il communique avec sa sœur de manière mais totalement hilarante. C'est très drôle dans le manga, à la fois par la télépathie et par la télékinésie, donc il lui envoie des pluches et il communique avec des pluches ou des animaux, je me rappelle plus bien. Et notre pauvre Nagi, elle n'a pas de pouvoir particulier contrairement à son frère, donc elle n'a pas pu reprendre le poste de sa grand-mère. La seule chose qu'elle arrive à faire, c'est bloquer, qu'elle a appris à faire, c'est bloquer avec son mental les pouvoirs de son frère, les pouvoirs télépathiques et télékinésiques quand ça devient effectivement trop pesant pour elle. Et un jour, dans la forêt aux alentours de là où elle habite, elle va sauver un petit garçon. Comment elle va faire? Elle va avec son pouvoir, ce qu'elle a réussi à faire, donc sa faculté de blocage de pouvoir. Elle va bloquer une entité maléfique qui voulait s'en prendre au petit garçon et ça va la propulser dans une école du coup, parce qu'il y a je crois un dieu qui va être témoin de la scène et qui va se dire que Nagi, elle a des prédispositions particulières si elle a réussi à empêcher cette entité de kidnapper le petit garçon, c'est qu'elle a des facultés particulières et qu'il faut qu'elle les développe. Donc elle va être envoyée par ce dieu-là, qui est plutôt charmant, dans la Kamisama School pour développer ses capacités, mais elle va avoir un petit peu du mal à s'intégrer puisque tous ses camarades ont des facultés, des pouvoirs surnaturels vraiment beaucoup plus importants qu'elle, puisqu'elle, à part le pouvoir de bloquer
les capacités psychiques ou télékinésiques de son frère, elle n'a pas d'autre chose à sa connaissance. Voilà. Donc on suit un petit peu l'histoire de Nagui, savoir si elle est surdouée ou si c'est une ratée, on ne sait pas encore. Donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome. Voilà, moi j'ai eu un petit coup de cœur et ça m'a permis de redémarrer la saga du coup des carnets de l'apothicaire. Le 7 septembre, aux éditions PKJ, sort de Jennifer Lynn Barnes, Inheritance Games tome 4. Alors, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas lu le tome 1, j'aimerais bien le faire à l'automne, c'est que la trilogie de base met fin, du coup, enfin résout un petit peu l'histoire, et que là c'est plutôt quelques années après, donc ils ont appelé ça tome 4, mais c'est quelques années après, et l'intrigue de base est totalement résolue. Donc pour ceux qui ont aimé les 3 premiers tomes, je pense qu'il faut y aller, parce que c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui l'ont loupé, mais je ne pense pas, le tome 1, effectivement, parlait d'un héritage. Donc je crois qu'Avery Grams, ouais c'est ça, Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans sou, rêve d'une bourse d'études pour rentrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tout aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. J'aimerais fortement lire le premier tome de la trilogie parce qu'il y a eu de très bons effectivement retours et ça me tente plutôt bien. Voilà. Le 7 septembre aux éditions Lumen de Vanessa Len sort Les Monstres tome 2, Jamais un héros. Donc là c'est pareil. Je n'ai pas lu le tome 1 mais je viens de me l'acheter, je l'ai acheté hier donc c'est pareil, c'est quelque chose que j'aimerais lire effectivement prochainement parce que le tome 2 me tente beaucoup. Donc je vais vous parler du résumé du tome 1 puisque je l'ai découvert. Mais voilà, sachez que pour ceux qui ont lu le tome 1, le tome 2 sort le 7 septembre. Donc dans le premier tome, on suit Joanne Chang Hunt pour qui les vacances démarrent et elle voudrait savourer tranquillement son séjour dans la demeure familiale de sa mère à Londres. Elle a un petit boulot au manoir de Holland House où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard quand une nuit, un terrible drame se produit, l'été de la jeune fille vire au cauchemar. Alors les résumés Lumen ils sont toujours très développés donc si vous voulez pas être spoilé que vous connaissez rien, arrêtez-vous là. Les Hunt ne sont pas simplement de grands excentriques, ce sont des créatures dotées de pouvoirs cachés aussi fascinants que terrifiants. Les Hunt constituent l'un des 12 clans qui règnent en secret sur la capitale. Le tueur de monstres des contes de son enfance n'est pas un mythe, il existe bel et bien, et il ne reculera devant rien pour abattre ce qu'elle aime. Pire encore, c'est Nick, le garçon auquel elle a commencé à s'attacher. Pour sauver les siens d'une mort certaine, Joanne va devoir s'allier avec l'héritier d'un clan ennemi, Aaron Oliver. Mais surtout, il va lui falloir accepter sa véritable nature. Je m'arrête là, j'ai pas besoin d'en savoir plus. On a déjà effectivement un résumé très très détaillé avec Lumen. Donc franchement, je sais pas où j'étais il y a un an quand il est sorti. Je crois que il est sorti à peu près il y a un an, mais il me tente beaucoup. C'est pour ça que je l'ai acheté hier et que j'aimerais enchaîner sur le tome 2. Le 7 septembre, toujours aux éditions de Saxus de Tahereh Mafi, sort Ce royaume tissé. Alors, là aussi, il est beaucoup attendu parce que je crois que Tahereh Mafi est à l'origine de la saga Shatter Me en anglais, ou Insaisissable, je crois, en français, que j'ai pas lu parce que les résumés j'ai pas encore vu d'avis qui m'ait convaincu de lire la saga. Donc, si jamais vous l'avez lu, la saga Shatter Me en français, n'hésitez pas à me mettre en commentaire qui vous a donné envie, est-ce que vous avez aimé dans cette saga parce que j'hésite à passer le pas. Voilà. Le résumé de celui-là, Ce royaume tissé, me tente beaucoup. Aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Rien que ça me tente. Traquée depuis 12 jours, elle a passé de sa vie à se cacher pour survivre jusqu'au jour où elle va commettre une terrible erreur. De son côté, Cameron, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se pèsent immédiatement sur notre héroïne, une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait imaginé que cette éblouissante jeune femme qu'il ne peut chasser de son esprit allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Franchement, le résumé, il est pas top, il est génialissime. J'ai trop envie de le lire. Et puis, tous ceux qui connaissent Tahereh Mafi, du coup,
font confiance à sa plume et ça m'a l'air plutôt pas mal. Un autre qui me tentait de base, parce que si vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai présenté les dernières sorties Korrigan que j'ai eu la chance de lire. Je suis trop contente, j'ai eu des coups de cœur pratiquement pour tous les tomes, et là, la prochaine sortie, pour moi j'étais sûre de l'acheter jusqu'à que je découvre que c'était un RM inversé, et je suis pas forcément fan, donc je vais plutôt attendre les retours. Il s'agit du coup le 13 septembre aux éditions Korrigan de Jibri de Broken Bones. Lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument garder secrets. Effrayée par leur puissance, elle va s'enfuir. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elle doit vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes, puisque je crois qu'elle est liée à 4 ou 5 hommes à la fois, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui est lié. Mais Oleander avait une autre raison de s'enfuir. Sur ses épaules pèse en effet un lourd fardeau. La jeune femme tient leur destin entre ses mains. Désormais, en étant obligée de vivre avec ses âmes sœurs, elle met le monde en grand danger. Alors finalement, il me manque quelque chose au niveau du résumé. Le fait que ce soit un harem inversé, qu'elle ait 4 ou 5 âmes sœurs, ça me perturbe beaucoup. Parce que je suis pas fan de ça du tout, même quand c'est dans le sens inverse, je suis pas fan du tout. Mais je vais quand même attendre les retours pour me le mettre sous le coude parce que j'adore ce qui est fait aux éditions Korrigan, donc je vais attendre un petit peu. Justement, le 13 septembre, donc toujours le même jour, aux éditions Korrigan, de C.N. Crawford sort Ambrosia, la saga Frost and Nectar, le tome 2. Donc là c'est pareil, je vais pas vous parler du tome 2, puisque je ne veux pas lire le résumé, donc le tome 1, il est intéressant de connaître son résumé, parce que c'était plutôt un coup de cœur. Et le tome 1 finit sur un cliffhanger, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur notre héroïne et ses origines. Le tome 1, alors c'est très très drôle. Voilà, ce qui m'a fait aimer le début du roman et la suite, c'est que oui, bon, on a un enemies to lovers et, pardon pour le son, on a un enemies to lovers, mais du coup, qui s'est fait un peu trop rapidement pour moi, si vous avez lu ma chronique du tome 1 sur ma présente vidéo. Mais c'est quand même bien fait parce qu'il y a beaucoup d'humour entre nos personnages et le début est totalement risible, enfin c'est tellement drôle. On suit Ava qui a 26 ans et qui ne croit plus en l'amour puisque le jour de son anniversaire, elle va découvrir que son copain la trompe du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est mi-fae, mi-humaine et que dès toute petite, elle a été déposée dans le monde des humains, je crois qu'elle avait à peine quelques mois, et donc voilà, elle s'est intégrée dans ce monde, mais c'est particulièrement rare d'être mi-fae, mi-humain dans ce monde-là. Donc suite à cette découverte de tromperie, elle va avec sa meilleure amie qui est adorable passer la soirée dans un bar où elle va se saouler jusqu'à la mort et le roi du royaume des Fae, Thorin, va débouler effectivement dans le bar et elle va lui dire en direct à la télévision, puisqu'il est suivi par des caméras, qu'elle le déteste. Elle va lui dire c'est quelle vérité en gros. Ouais, parce qu'elle déteste effectivement le monde des Fae, enfin du moins lui elle l'a en horreur, donc elle va le désinguer devant tout le monde à la télévision en direct, et donc du coup elle va faire la une des réseaux sociaux et elle va passer un marché avec le roi Thorin, parce que le roi Thorin, lui, du coup, le monde de la faerie, d'où il vient, est en grand danger, la magie s'épuise et du coup il y a les forces obscures qui reviennent en force. Pourquoi? Parce que normalement c'est une reine qui doit alimenter effectivement le monde des faillis en magie, et là il n'y a plus de reine effectivement sur le trône, puisque je crois qu'il a perdu ses parents, enfin je me rappelle plus. Il a perdu sa mère, enfin ses parents. Donc du coup, il lui faut absolument une reine et du coup, il va organiser un concours, comme c'est la tradition dans son royaume, où différentes candidates, une centaine de candidates vont concourir pour qu'il puisse trouver sa reine. Mais finalement, après la petite sortie à la télé de Ava, il va se dire qu'Ava est la meilleure solution qu'il puisse trouver, puisqu'on va vite le savoir, il y a une malédiction qui concerne le prince Thorin, le roi Thorin, pardon, il peut pas tomber amoureux. Et au moins il est sûr qu'avec Ava, qui la déteste et qu'il déteste en retour, il va rien se passer. Donc c'est pour ça qu'il va la faire concourir et qu'elle va retourner au royaume de la faillerie. Donc, je sais pas si j'ai bien résumé ça, mais le début, le concours de circonstances qui fait que Ava va revenir en faillerie est juste trop drôle. C'est vraiment, enfin moi j'ai beaucoup rigolé. Alors après on est vite happé par l'intrigue, les épreuves, etc. Parce qu'il y a des épreuves pour qu'elle puisse concourir. Donc c'est vraiment top. C'est assez sanglant. Mais le début est très très rigolo, et puis après on est pris par l'histoire, on va en connaître un petit peu plus, et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur les vraies origines d'Ava et sur ce monde de Faerie. Donc j'attends avec impatience celui-là. Le 13 septembre, toujours aux éditions Rajo de Estelle Faye, sort la dernière Amazon. Donc ça je l'attends beaucoup parce que les éditions Rajo en général c'est une valeur sûre.
et j'ai vraiment hâte. On va suivre Lysia qui a été élevée par sa seule grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes. Son existence va basculer le jour où l'oracle Tisérias, qui est remonté des enfers juste pour lui faire une annonce, va lui dire qu'elle est la dernière héritière du royaume légendaire des Amazones qui a été vaincu par Thésée une génération plus tôt. Donc Lysia, elle veut pas du tout ce destin qui est beaucoup trop grand pour elle, mais elle va être contrainte de fuir parce que cette prophétie va être révélée et du coup elle va être à la fois une cible pour les humains, pour les rois humains et pour les dieux de l'Olympe. Voilà. Obligée de fuir Athènes, lancée dans un voyage incroyable jusqu'aux confins du monde connu, Lysia luttera pour tracer sa propre route. Finira-t-elle oubliée, écrasée par l'histoire à son tour, ou deviendra-t-elle cette héroïne que les devins attendaient? Donc j'ai hâte de voir parce que j'aime bien effectivement tout ce qui est mythologie, tout ce qui est Amazon, etc. Donc oui, celui-là je vais l'acheter. Puis je sais que Rajo c'est quand même une valeur sûre. Ensuite, le 14 septembre, on a avancé d'un jour. Aux éditions de Saxus de Kirsten White sort Cache-Cache Mortel. Donc celui-là, je pense c'est pas de la fantaisie, mais ça me tente beaucoup. C'est un petit peu, ça me fait penser à Destination Finale, que j'aime beaucoup en film. Donc je vous lis le résumé. La règle est simple, restez caché. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner, partout où se cacher mais nulle part où fuir. Lorsqu'on propose à Mac de participer à une compétition de cache-cache avec 50 000 $ à la clé, elle y voit une opportunité en or pour changer de vie. Elle a passé toute son existence à se cacher et elle est experte en la matière. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est toujours en vie, contrairement à sa famille. Gagner sera un véritable jeu d'enfant. Mais lorsque ses adversaires commencent à disparaître mystérieusement les uns après les autres, Mac comprend que cette fois-ci, le seul moyen pour elle de survivre est peut-être d'affronter en groupe ceux qui les pourchassent. Franchement, il a l'air top. Il a l'air top, il m'a trop fait penser à Destination Finale ou à quelque chose de plutôt ou à quelque chose de frissonnant dans un parc d'attractions. Franchement, il m'a pas mal intriguée, donc celui-là je vais l'acheter direct. Alors le suivant, c'est un nouveau livre de vampires. Donc je vais attendre les retours parce que le dernier que j'ai lu c'était Vamps. D'ailleurs il faut que je vous le présente en avis lecture. Ouais, je vais essayer de finir la saga moi assoiffée déjà. Ce sera pas mal si je finis cette saga. Parce que le fait d'avoir démarré Vamps, qui était la nouvelle de saga de vampire attendue, m'a un petit peu plus refroidi. Ouais, donc je sais pas si c'est du réchauffé ou pas, je vous ferai mon avis sur Vamps dans une autre vidéo. Donc là, la nouvelle saga, je vais plutôt attendre de voir les retours avant de m'y lancer. Il s'agit de Mortel de Erin Jane Lange aux éditions Casterman qui sort le 20 septembre. On suit Charlie et Reg qui sont jeunes, beaux, riches et vampires, jusqu'au jour où, pour avoir trop bu de sang, ils enfreignent une loi majeure et sont punis par le conseil des aînés. D'échéance suprême, ils sont condamnés à redevenir ados dans le pauvre trou perdu de Nowhere, Iowa. Alors qu'ils cherchent un moyen de convaincre le conseil pour leur redonner leur immortalité, la vie au lycée, aux surprises, devient soudain plus intéressante. Charlie rencontre le beau Dexter, et Reg n'est pas indifférent au charme de Poe. Entre l'amour, tentation réservée aux mortels, et être sexy mais seul pour l'éternité, châtiment préféré des vampires, quel sera le choix de Charlie et Reg? Donc oui, ça m'a l'air cliché, le résumé est vraiment cliché, mais je vais quand même attendre les retours, je vais les garder sous le coude, parce que j'adore les livres sur les vampires, mais voilà, pour avoir été moyennement satisfaite par Vamps, où j'ai pas trop aimé le début, l'ambiance et j'ai aimé la fin, là je vais plutôt attendre des retours sur cette nouvelle saga, si c'est une nouvelle saga. Donc voilà, pour ceux qui aiment les vampires, en voilà. Le 20 septembre aux éditions Hachette de Yelena sort Persona tome 2. Celui-là, je l'attends avec énormément d'impatience. Je vais pas vous lire le résumé du tome 2, je ne l'ai pas lu, mais je vais vous parler du tome 1 que j'avais adoré. Donc je l'avais démarré avec un petit peu de réticence parce que le résumé me semblait vraiment obscur et pas assez clair. Mais quand je l'ai lu, mais c'est une pépite. Donc on est dans un monde fantastique où les gens ont des pouvoirs. Donc c'est du fantastique. L'action monte crescendo, donc on a envie de connaître la fin, et ouais, il y a vraiment une tension qui se met en place, et on a vraiment envie de connaître la suite. On met vraiment en avant dans ce premier tome tout ce qui est lien d'amitié, lien de fraternité, l'amour, que ce soit fraternel, toutes les notions d'amour. On a la notion de genre un petit peu qui est sous-jacente aussi, et ouais, il y a vraiment une intrigue de dingue, et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière ont des pouvoirs singuliers. Et c'est pas n'importe quel pouvoir, hein. Je les ai oubliés certains, mais on a le pouvoir de lire dans les pensées,
On a le pouvoir de notre personnage principal, Persona, qui est de prendre la personnalité effectivement de qui il veut et l'apparence de n'importe qui. Donc à force de le faire, on peut se dire il oublie un petit peu qui il est, mais on ne sait pas trop au vu des résumés si c'est un homme ou une femme, donc d'où la question de genre. Il y a des pouvoirs de ouf, hein. Il y a des pouvoirs de fou. C'est pas des pouvoirs effectivement communs, hein. Donc il y a même un glossaire effectivement à la fin, donc ça je passe. Loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. Donc il n'y a pas que les enfants qui ont été touchés, les personnes touchées par la lumière, il y a aussi ceux qui ont été complètement oubliés et qui sont dénués de sentiments et qui sont asservis aux humains également. Donc il n'y a pas que les êtres touchés par la lumière qui sont représentés dans le roman, mais il y a aussi ceux qui à l'inverse ont totalement été oubliés et qui sont totalement asservis. Alors 18 ans, donc un terrible choix s'offre à ces enfants qui ont été touchés par la lumière. Soit ils peuvent se marier, ils abandonnent effectivement le don qu'ils ont, soit effectivement ils rejoignent le culte de la lumière et ils font une croix sur leur liberté puisqu'ils doivent vouer leur vie au culte de la lumière. Ce dilemme, Andrea le refuse. Il ou elle ne veut pas avoir effectivement à choisir ça à ses 18 ans puisque son rêve est d'être libre tout en conservant effectivement sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea et Persona. Donc effectivement, les enfants ou les jeunes gens qui se voient dotés d'un pouvoir sont placés, qui ont été joués par la lumière, sont placés dans des sortes de centres d'orphelinat où on les apprend à développer leurs dons, ils ont des sortes de formations. Et un petit peu sur le modèle de l'esclavage, on peut les louer. C'est-à-dire que, par exemple, si un jour une personne a besoin de quelqu'un qui fait dire la vérité, ou qui lit dans les pensées, ou qui doit prendre la parole de telle ou telle personne, on peut louer l'enfant qui a ce don-là, le don qu'on veut, pour une certaine période. Donc oui, c'est un petit peu de l'esclavage, c'est quand même encadré, mais oui, ça prête effectivement à discussion. Un jour, Andrea et sa bande d'amis, parce on parle d'Andrea, mais il y a également ses meilleurs amis plus jeunes, et en général je crois qu'il est le plus jeune, mais il ou elle. On suit un groupe effectivement d'amis qui sont trop touchants, trop intéressants effectivement à suivre, ils ont chacun des pouvoirs différents, donc il n'y a pas qu'Andrea qui est au centre du roman. Donc un jour, le petit groupe dont Andrea se voit confier effectivement une mission par, je crois, une princesse ou une reine, je sais plus. Je vous en dis pas plus parce que effectivement ça change par rapport au résumé, donc ils se voient confier effectivement une mission qui va changer leur destin, le destin de Persona et l'équilibre du monde de Lux. Donc c'est franchement, je sais pas si je lui rends vraiment justice, mais c'était top. Je suis contente d'être allée au-delà du résumé qui m'en disait pas assez, qui n'était pas assez clair pour moi, je comprenais pas. Je suis ravie d'avoir été effectivement au-delà de ça parce qu'on rencontre des personnages qui sont touchants. On voit leur relation, leur développement, leur progression au sein de l'orphelinat où ils ont été posés. On sait qu'Andrea effectivement se cherche un petit peu parce qu'il se voit exercer son don beaucoup trop souvent et en même temps il ne connaît pas ses origines. Et le jour où cette mission va tomber sur le groupe d'amis, ça va déclencher toute une sorte de réaction en chaîne et ça va être top. C'est top, c'est vraiment top. Et l'univers est très très riche, donc j'espère que ça va être un peu plus développé dans le tome 2 et qu'on va apprendre un petit peu plus sur les origines de Persona. Donc franchement, si vous aviez un doute, foncez, ne passez pas à côté de cette pépite. Le dernier roman de cette pile à lire, le 27 septembre aux éditions Corrigan, toujours de Willy Blake, sort Fire and Frost, tome 1, l'Alliance. Donc celui-là, je le veux tout de suite. Voilà. Donc le seul qui me fait hésiter, c'est Broken Bones. Donc mettez-moi un message si vous l'avez déjà lu, si vous êtes partenaire, ou si... Voilà, ce qui pourrait me convaincre. Donc là, dans Fire and Frost, on suit Ruby, qui vit aux confins d'un royaume plongé dans un univers sans fin. C'est une jeune sang de feu qui a à la fois le don de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace qui sont l'élite du royaume. Lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d'état contre le roi qu'il déteste. La jeune femme sait qu'elle ne devrait pas lui faire confiance, même si chaque contact entre eux est électrique. Cette alliance contre nature entre ces deux ennemis que tout sépare est bien dangereuse. D'autant que derrière son visage de glace, le jeune Arcus dissimule un sombre secret. Franchement, il a l'air topissime. Je fais assez confiance aux éditions Corrigan parce que pour l'instant, comme vous l'avez enfin compris, j'ai eu que des coups de cœur, mais voilà, si vous voulez découvrir un peu plus d'éditions Corrigan, n'hésitez pas
à aller voir ma vidéo précédente où je vous en présente 3-4. Mais là voilà, Fire and Frost me tente énormément. Ambrosia, je vais le lire parce que c'est le tome 2 de Fire and Frost. De Frost and Nectar, pardon. Broken Bones, j'ai un petit doute quand même, hein. C'est pas fou, donc ouais, franchement faites-moi vos retours. Mettez-moi en commentaire si parmi cette wishlist vous avez des choses qui vous tentent. Dites-moi effectivement au fil de la vidéo, quand vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti pour La Cité de Jade, s'il y a un petit peu de romance, si j'en ai passé effectivement, si j'en ai oublié, des sorties incontournables. Parce que là, sur les 16-17 que je vous ai présentés, je suis sûre de quasiment tous les acheter, sauf La Cité de Jade et Broken Bones où je vais attendre des retours. Mais sinon, vraiment, je suis sûre de les acheter, quoi. Donc voilà. Donc les 16-17 sorties, au mois d'octobre, ça va être effectivement à peu près pareil. Il y a beaucoup de grosses sorties littéraires, donc je me suis quand même mis comme objectif de n'acheter que ce que je suis sûre de lire et attendre des retours pour les autres pour que ce soit absolument des coups de cœur et que je ne dépense pas mon argent pour rien. Je vous mets en barre d'infos mon Vinted parce qu'au fur et à mesure où je lis, si ça ne me plaît pas, je mets en vente. Je ne vais pas conserver dans la bibliothèque qui est déjà chargée des livres qui ne me plaisent pas. N'hésitez pas à y faire un tour, à mettre en commentaire si vous avez aimé la vidéo, ce que vous voulez vous mettre dans votre wishlist. Et puis je vous souhaite de très bonnes lectures pour cette rentrée littéraire. Je vous dis bon courage pour la rentrée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.